Bonsoir, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une séance de mathématiques pour vous, élèves des classes de 4e année secondaire, consacrée au calcul intégral. On traitera au cours de cette séance 3 exercices que j'espère riches et variés. Pour commencer, le premier exercice, il est du type vrai ou faux. Je vais vous lire l'énoncé. Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes. Premièrement, soit f une fonction continue sur un intervalle i, tel que pour tout x de i, f de x est négatif ou nul, alors pour tout a et b éléments de i, on a l'intégrale de a à b f de t dt inférieure ou égale à 0. Deuxième énoncé, l'intégrale d'une fonction continue sur l'intervalle fermé 0, 1, minorée par 1, est inférieure ou égale à 1. Troisième énoncé, l'intégrale d'une fonction continue sur l'intervalle moins 1, 1 et impair est nulle. Enfin, le quatrième énoncé, soit f une fonction définie et dérivable sur le fermé 0, 1, tel que f' est continu sur le fermé 0, 1, si l'intégrale de 0 à 1 f' de t égale 0, alors la fonction f est constante sur l'intervalle 0, 1. Pour ce type d'exercice, la justification peut ne pas être exigée. Toutefois, il est bon d'avoir en tête les résultats, propriétés du cours et théorèmes pour déceler la justesse ou l'aberration d'un énoncé. Ainsi, dans l'énoncé numéro 1, on nous dit que soit f une fonction continue sur un intervalle i, tel que pour tout x de i, f de x est négatif ou nul. Alors, pour tout a et b éléments de i, on a l'intégrale de a à b f de t dt est inférieure ou égale à 0. J'espère que vous avez coché la case faux pour cet énoncé. Remarque, cette proposition n'est vraie que si a est inférieur ou égal à b. Et d'ailleurs, chaque fois que l'on intègre une inégalité, il faut faire attention aux bornes. Dans le cas particulier où les bornes a et b s'expriment en fonction d'une variable ou d'un paramètre, il faut distinguer les cas où a est inférieur ou égal à b ou a strictement supérieur à b, quitte à faire une discussion. Le deuxième énoncé nous dit que l'intégrale d'une fonction continue sur l'intervalle fermé 0, 1, minorée par 1, est inférieure ou égale à 1. Cet énoncé est aussi faux. Au contraire, cette intégrale est supérieure ou égale à 1. L'origine d'une éventuelle erreur est la confusion qu'on peut faire entre minoré et inférieur ou égal. Voici une illustration graphique. On considère une fonction f définie continue sur l'intervalle 0, 1 minorée par 1. L'intégrale de cette fonction entre 0 et 1 est supérieure à l'aire du rectangle que vous voyez qui lui est aussi supérieur à 1. Passons au troisième énoncé. L'intégrale d'une fonction continue sur l'intervalle moins 1, 1 et impair est nulle. Cet énoncé est vrai. D'ailleurs, il se trouve dans votre cours. En voici une illustration. Vous avez une fonction représentée dans un repère orthogonal et l'intégrale est nulle. Le dernier énoncé, soit f une fonction définie et dérivable sur R telle que f' est continue sur R, si l'intégrale de 0 à 1 f' de t dt égale 0, alors la fonction f est constante sur l'intervalle 0, 1. Vous voyez ici, le symbole R n'est pas apparu sur l'écran, ici défini et continu sur R.
Cet énoncé est faux. Il suffit de choisir une fonction continue sur l'intervalle 0, 1, prenant les mêmes valeurs en 0 et en 1, comme l'indique la figure, et joindre ces deux réels d'une façon tout à fait quelconque. D'ailleurs, pour expliquer, l'intégrale de 0 à 1 f' de t, ce n'est autre que f de t pris entre 0 et 1, c'est-à-dire f de 1 moins f de 0. Ceci étant nul, donc f de 1 égale 0. F de 1 égale f de 0. La fonction n'est pas nécessairement constante. L'erreur éventuelle provient du fait que la réciproque de cette fonction est vraie. La fonction, si elle est constante, alors sa dérivée est nulle, donc son intégrale est forcément nulle, mais la proposition que vous avez n'est pas vraie. Nous passons à l'exercice 2. Je vous lis l'énoncé. Le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On note I le point de coordonnées 1, 0, soit f la fonction définie sur l'intervalle 0, 1 par f de x égale exponentielle x moins 1. Et c'est sa courbe représentative dans le repère OIJ. On note A le domaine du plan compris entre la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Le but de l'exercice est de prouver l'existence d'un unique réel appartenant à l'intervalle 0,1 tel que si A est le point de C d'abscisse alpha, le segment IA partage grand A en deux régions de même R. Pour tout x appartenant au fermé 0,1, on note M indice x, le point de coordonnées x f de x, et Tx, le domaine délimité par la droite IMX, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la courbe C. On désigne par G de x l'aire de Tx. T indice x est le domaine que vous voyez devant vous. Les questions. Premièrement, petit a, calculer G de x pour tout x appartenant au fermé 0, 1. Étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle 0, 1. Deuxième question, petit a, par des considérations d'air, montrer que g de 0 est inférieur ou égal à 1,5 de l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. Petit b, montrer qu'il existe un unique réel alpha de l'intervalle 0,1 tel que g de alpha soit égal à la moitié de l'aire de A. Alors, une telle situation peut se produire, par exemple, lors d'un partage équitable de terrain. Voyons la solution de cet exercice. Première question, petit a. Calculer g de x pour tout x appartenant à 0,1. Donc, il s'agit de déterminer l'aire de ce domaine. Vous constatez avec moi que g de x n'est autre que l'aire de cette partie plus l'aire de cette deuxième partie. L'aire de cette première partie n'est autre que l'intégrale de 0 à x f de t dt. Cette deuxième partie est celle d'un triangle de côté 1 moins x et f de x, puisque mx a pour ordonnée f de x. Alors, si nous allons détailler ce raisonnement, nous avons dit que g de x n'est autre que l'intégrale de 0 à x f de t dt, plus, ceci c'est l'aire du triangle que je vous ai indiqué. Triangle rectangle, son aire c'est base fois hauteur, 1,5 de 1 moins x, que vous multipliez par f de x. Rappelez-vous, f de t c'est exponentielle t moins 1. Elle est égale à sa propre primitive. Une primitive de f n'est autre que exponentielle t moins 1. Donc, ceci est égal à exponentielle t moins 1 pris entre 0 et x, plus 1,5 de 1 moins x, fois f de x qui n'est autre que exponentielle x moins 1. C'est-à-dire exponentielle x moins 1
moins, si je remplace t par 0, j'obtiens exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Donc ça fait exponentielle x moins 1 moins 1 sur e, plus 1 demi-facteur de 1 moins x exponentielle x moins 1. En mettant 1 demi de exponentielle x moins 1 en facteur, nous trouvons g de x égale 1 demi-facteur de exponentielle x moins 1 fois 3 moins x, moins 1 sur e. La fonction g étant dérivable sur l'intervalle 0, 1, sa dérivée, c'est la dérivée de cette fonction. Ceci est une constante, sa dérivée est nulle. C'est la dérivée donc d'un produit de la forme u fois v. Vous connaissez tous avec moi que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u. Ça, c'est u, ça, c'est v. Donc, la dérivée de 1 demi de exponentielle x moins 1 me donne 1 demi exponentielle x moins 1, facteur de 3 moins x, plus la dérivée de 3 moins x fois 1 demi d'exponentielle x moins 1. C'est-à-dire en mettant 1 demi d'exponentielle x moins 1 en facteur, il nous reste 3 moins x moins 1. Ou encore 1 demi d'exponentielle x moins 1, facteur de 2 moins x. Le signe de g' de x est celui de 2 moins x, parce que 1 demi d'exponentielle x moins 1 est strictement positif. Le 2 moins x ne s'annule pas sur l'intervalle 0, 1. Il s'annule en 2, donc il ne s'annule pas sur l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire que g' de x garde un signe constant qui est positif. G' de x est positif sur l'intervalle 0, 1. Ma fonction g est donc une fonction croissante qui croît de 1 sur 2e à 1 moins 1 sur e. Deuxièmement, petit a, par des considérations d'air, montrer que g de 0 est inférieur ou égal à 1 demi l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. Alors visualisons g de 0. G de 0, ce n'est autre que l'aire de ce triangle. De côté, 1 et 1 sur e. Cette aire, c'est la moitié de celle d'un rectangle. De côté 1 et 1 sur e. Ce rectangle, l'aire de ce rectangle est le double de celui-ci, qui est inférieur à l'aire de 0 à 1 f de t dt. C'est-à-dire que l'intégrale de 0 à 1 f de t dt en unité d'aire représente l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C et les droites d'équation y égale 0, x égale 0 et x égale 1. Cette fonction est minorée sur l'intervalle 0, 1 par 1 sur e, l'aire du rectangle. Donc, l'intégrale de 0 à 1 f de t dt est supérieure à 1 sur e. La moitié de cette aire est supérieure à 1 demi de e, qui n'est autre que g de 0. Par suite, g de 0 est inférieur ou égal à 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. Deuxièmement, petit b, montrer qu'il existe un unique réel alpha de l'intervalle 0, 1 tel que g de alpha soit égal à la moitié de l'aire de A. On remarque que g de 1 égale l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. C'est l'aire de la partie du plan limitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0, x égale 1. La fonction g étant continue et strictement croissante sur 0, 1, donc elle réalise une bijection de 0, 1 sur g de 0, g de 1. Alors je dois montrer maintenant que 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 f de t dt est comprise entre ces deux valeurs, c'est-à-dire g de 0 et g de 1. J'ai déjà montré que g de 0 est inférieur à 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. C'est un nombre positif, il est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. J'ai prouvé donc que 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 f de t dt est compris entre g de 0 et g de 1. Le théorème de la bijection me confirme qu'il existe sûrement un réel alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 dont l'image est égale à 1 demi de l'intégrale de 0 à 1 f de t dt. Cette valeur de alpha partage donc mon terrain en deux parties de même aire. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 3 qui traite donc
d'une suite d'intégrales et d'une fonction définie par une intégrale. Cette dernière partie est plutôt réservée aux élèves des classes de 4e année sciences expérimentales et mathématiques. Je vous lis l'énoncé. On considère pour tout entier naturel non nul n la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini par fn de x égale exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n. Premièrement, pour tout entier naturel non nul n, on pose in égale l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx. Petit a, montrer que la suite in est décroissante et qu'elle est convergente. Petit b, montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, on a in égale n in plus 1 moins 1 plus e sur 2 puissance n. En déduire limite de in. Deuxièmement, soit grand f la fonction définie sur le fermé 1 plus l'infini par grand f de x égale l'intégrale de 0 à 2 logarithmes népériens de x exponentielle t sur 1 plus t dt. On désigne par gamma sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormé OIJ. Petit a, vérifier que pour tout t appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a exponentielle t supérieure ou égale à 1 plus t et que grand f de x supérieur ou égal à 2 logarithmes népériens de x. Petit b, en déduire limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini. Troisièmement, petit a, montrer que grand f est dérivable sur le fermé 1 plus l'infini et calculer f' de x. Petit b, en déduire que pour tout x appartenant au fermé 1 plus l'infini, on a grand f de x égale l'intégrale de 1 à x de t sur 1 plus 2 logarithme népérien de t dt. Quatrièmement, petit a, montrer que pour tout x appartenant au fermé 2 plus l'infini, on a grand f de x supérieur à l'intégrale de x sur 2 à x de t sur 1 plus 2 logarithme népérien de t dt. Petit b, en utilisant le théorème de la moyenne, montrer qu'il existe un réel c appartenant à l'intervalle fermé x sur 2x, tel que grand f de x supérieur ou égal à xc sur 1 plus 2 logarithme népérien de c. Petit c, en déduire la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Cinquièmement, montrer que la courbe gamma admet un point d'inflexion. Donner l'allure de gamma, on donne f de racine de e égale 1,7. Avant de commencer, je vais rappeler avec vous quelques résultats que vous avez vus dans votre cours. Le premier, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i, a et b, deux éléments de i. Pour tout réel alpha et bêta, on a l'intégrale de a à b alpha f de t plus bêta g de t dt égale l'intégrale de a à b f de t dt plus bêta l'intégrale de a à b g de t dt. Cette propriété porte le nom de la linéarité de l'intégrale. Alors commençons. La première question. Pour tout entier naturel non nul n, on pose in l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx. On nous demande de montrer que la suite in est décroissante et qu'elle est convergente. Pour montrer qu'une suite est décroissante, on peut essayer de faire, par exemple, in moins plus 1 moins in et chercher le signe de cette différence. Donc, prenons un entier n non nul. La différence in plus 1 moins in est égale à l'intégrale de 0 à 1 fn plus 1 de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 fn de x dx. Je remplace n par n plus 1 dans le premier cas. Et ici, vous avez in qui est égal à cette expression. Maintenant, fn plus 1 n'est autre que exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n plus 1. Donc, ma différence, elle est égale à l'intégrale de 0 à
exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n plus 1 dx, moins l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n dx. La linéarité de l'intégrale me permet de l'écrire sous la forme l'intégrale de la différence, c'est-à-dire intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n plus 1 moins exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n. Maintenant, il faut que je simplifie cette écriture. Pour cela, il faut que je les réduise au même dénominateur. Attention, le dénominateur commun est 1 plus x à la puissance n plus 1. Il est préférable de ne pas utiliser le produit. Alors, si je mets exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n plus 1, comme dénominateur commun, j'aurai exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n plus 1 moins exponentielle x fois 1 plus x sur 1 plus x à la puissance n plus 1. En mettant exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n en facteur, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le facteur 1 sur 1 plus x moins 1. Or, ceci, c'est 1 moins x, c'est-à-dire moins x sur 1 plus x. Donc, le in plus 1 moins in, il est égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n, facteur de moins x sur 1 plus x. Il est bon de rappeler ce théorème, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle fermé a, b, alors l'intégrale de a à b, f de t dt est positive ou nulle. N'oubliez pas, il faut que ce soit sur un intervalle fermé a, b. Cette propriété porte le nom de la positivité de l'intégrale. Nous revenons à notre exercice. La fonction de tout à l'heure n'était autre que la fonction qui a x associe exponentielle x sur 1 plus x puissance n fois moins x sur 1 plus x. Son signe, le signe de cette expression est strictement positif. 1 plus x est positif, donc il ne reste que le moins x. Donc le produit, il est négatif ou nul. Donc la fonction est continue et négative sur l'intervalle 0,1. Donc son intégrale sur l'intervalle 0,1 est négative ou nulle. Donc la suite in est décroissante. D'autre part, la fonction exponentielle x sur 1 plus x à la puissance n est positive sur l'intervalle 0,1, donc la suite in est minorée par 0. Une suite qui est décroissante et minorée est convergente. Donc, on peut affirmer que la suite in est convergente. Il est bon aussi de rappeler le théorème suivant, soit f et g, deux fonctions dérivables sur un intervalle fermé AB, et telles que leurs dérivées sont continues sur le fermé AB, alors l'intégrale de a à b f de t g' de t dt égale à f de t fois g de t pris entre a et b, moins l'intégrale de a à b f' de t g de t dt. Ce théorème, vous le connaissez tous, il porte le nom donc d'intégration par partie. C'est une conséquence directe donc du théorème de f fois g, sa dérivée, elle est égale à f'g plus fg'. Donc on me demande de montrer dans la question petit b que pour tout n de n étoiles, on a in égale n fois n in plus 1 moins 1 plus e sur 2 à la puissance n. Donc soit n un entier non nul, effectuant une intégration par partie. Pour cela, on va poser u de x égale 1 sur 1 plus x puissance n et v' de x, l'autre facteur, c'est-à-dire exponentielle x. Nous allons dériver le u de x. Sa dérivée, celui-là, on peut l'écrire 1 plus x à la puissance moins n. Donc sa dérivée, ce n'est autre que moins n, 1 plus x à la puissance moins n moins 1, ou encore, on peut l'écrire sous cette forme, moins n sur 1 plus x à la puissance n plus 1. Et v' de x étant égal à exponentielle x, v de x, ce n'est autre qu'exponentielle x. Le théorème de l'intégration par partie nous dit que
IN, ce n'est autre que exponentielle x fois 1 plus x à la puissance n, le produit que vous avez trouvé entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, moins n exponentielle x sur 1 plus x puissance n plus 1 dx. Ici, je remplace x par 1. Ceci me donne e sur 1 plus 1, 2, donc de e sur 2 puissance n. Pour x égale 0, j'obtiens e puissance 0 égale à 1. 1 sur 1 puissance n, donc ça fait 1. Cette intégrale-ci, j'ai un moins n qui ne dépend pas de x, donc c'est un réel que je peux faire sortir. Moins n et moins 1, donc ça fait moins n, plus l'intégrale de 0 à 1 plus n fois l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x, 1 plus x puissance n plus 1. Alors vous voyez avec moi que le IN, il est égal à n fois, ça c'est IN plus 1, donc n IN plus 1, moins 1, plus e sur 2 puissance n. En déduire limite de UN. Vous voyez qu'on ne nous a pas demandé de trouver la limite tout à l'heure, c'est maintenant qu'on nous demande cette limite, c'est-à-dire qu'on va utiliser les deux résultats pour dire que, puisque la suite IN est convergente, on va appeler L sa limite. La suite IN est minorée par 0, donc le nombre L est supérieur ou égal à 0. Alors on va supposer pour l'instant que L est strictement positif. La suite de terme général IN plus 1 moins E sur 2 puissance n, c'est la somme de suites convergentes. Celle-ci converge vers L, celle-ci converge vers 1 et celle-ci converge vers 0. Pourquoi? Parce que le numérateur tend vers E et le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc le quotient tend vers 0. Donc c'est une suite convergente et sa limite n'est autre que L plus 1. Ceci on ne me demande pas d'ailleurs. Or, le IN plus 1 moins E sur 2 puissance n, il est égal à n sur IN plus 1. Nous avons ici une suite qui est convergente. Cette suite, quelle est sa limite? IN plus 1 a la même limite que IN, c'est-à-dire que cette suite converge vers L, et le L est strictement positif. N tend vers plus l'infini, le produit tend vers plus l'infini. Une suite convergente est égale à une suite qui tend vers plus l'infini, ce qui est absurde. Donc ma supposition, L strictement positif, est absurde. Comme L est supérieur ou égal à 0, donc L est forcément nul. Donc je peux affirmer que la limite de la suite IN est égale à 0. Nous passons à la deuxième question, petit a. Vérifier que pour tout t appartenant au fermé 0 plus l'infini, on a exponentielle t supérieure ou égale à 1 plus t et que grand f de x supérieur à 2 fois logarithme népérien de x. Alors pour tout t x appartenant à l'intervalle fermé 1 plus l'infini, on pose grand f de x égale l'intégrale de 0 à 2 logarithme népérien de x exponentielle t sur 1 plus t dt. Pour montrer cette inégalité, on peut chercher le signe d'exponentielle t moins 1 moins t à travers les variations de la fonction g définie par g de t égale exponentielle t moins 1 moins t définie pour tout réel supérieur ou égal à 0. Alors cette fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Sa dérivée n'est autre qu'exponentielle t, ça fait 0, moins 1. Donc g' de t égale exponentielle t moins 1, qui est positive ou nulle. Donc g est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ainsi, pour tout t supérieur ou égal à 0, g de t supérieur à g de 0, calculez avec moi g de 0 égale 1 moins 1, donc c'est égal à 0. C'est-à-dire que g de t est supérieur ou égal à 0. Donc exponentielle t moins 1 moins t supérieur ou égal à 0, ou encore exponentielle t supérieur ou égal à 1 plus t pour tout t appartenant au fermé 0 plus l'infini. Alors comme x appartient plutôt au fermé 1 plus l'infini, donc 2 fois son logarithme est positif. Et la fonction que j'appelle phi qui a t associe exponentielle t sur 1 plus t est continue et minorée par 1 puisque ceci exponentielle t sur 1 plus t, il est supérieur ou égal à 1 sur l'intervalle 0 de logarithme népérien de x. Faites attention ici, il faut
prouvé auparavant que ceci est un nombre qui est positif ou nul. Ces fonctions étant continues sur l'intervalle 0, 2, logarithme de x, en passant à l'intégrale, nous obtenons que l'intégrale d'exponentielle t sur 1 plus t supérieure ou égale à 1, donc ceci va me donner grand f de x est supérieur ou égal à 2 logarithmes de x. En déduire limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini. Nous avons montré que pour tout x supérieur ou égal à 1, f de x supérieur à 2 logarithmes népériens de x, et nous savons d'après le cours que la limite de log de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc limite de 2 log de x est aussi égale à plus l'infini. Grand f de x est supérieur à une fonction qui tend vers plus l'infini, donc f de x ne peut tendre que vers plus l'infini. Soit f une fonction continue sur un intervalle i et a un élément de i, alors la fonction grand f définie sur i par grand f de x égale l'intégrale de a à x f de t dt et la primitive de petit f sur i qui s'annule en a. Et on a aussi grand f est dérivable sur l'intervalle i, grand f' de x égale petit f pour tout x de i. À la troisième question petit a, on me demande de montrer que grand f est dérivable sur le fermé 1 plus l'infini et de calculer f' de x. La fonction phi est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle admet au moins une primitive sur cet intervalle. Phi est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et sa dérivée est exponentielle x sur 1 plus x pour tout x appartenant au fermé 0 plus l'infini. On a alors grand f de x égale phi de 2 log de x moins phi de 0. En utilisant le théorème de la composée, la dérivée va nous donner phi' en 2 log de x fois la dérivée de 2 log de x qui n'est autre que 2 sur x. Nous obtenons alors 2x sur 1 plus 2 logarithme népérien de x. Petit b, en déduire que pour tout x appartenant au fermé 1 plus l'infini, on a grand f de x égale l'intégrale de 1 à x de t sur 1 plus 2 logarithme de t dt. f de 1 égale 0, c'est l'intégrale de 1 à 1 de t sur 1 plus 2 log de t. Et comme x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, grand f' de x égale 2x sur 1 plus 2 log de x, la dérivée que nous avons déjà trouvée. Alors pour tout x appartenant au fermé 1 plus l'infini, grand f de x est égal à 1, l'intégrale de 1 à x de t sur 1 plus 2 log de t dt. Montrer que pour tout x appartenant au fermé 2 plus l'infini, on a grand f de x supérieur ou égal à l'intégrale de x sur 2 à x de t sur 1 plus 2 log de t dt. Grand f de x, je peux l'écrire en utilisant la relation de Chasles, égale l'intégrale de 1 à x sur 2 de 2t 1 plus 2 log de t dt plus l'intégrale de x sur 2 à x de t sur 1 plus 2 log de t dt. Or, notre x appartenant au fermé 2 plus l'infini, donc le x sur 2, il est d'un côté strictement plus petit que x et il est supérieur ou égal à 1. La fonction psi qui a t associe 2t sur 1 plus 2 log de t est continue et positive sur l'intervalle 1 x sur 2. Alors, son intégrale, l'intégrale de 1 à x sur 2 de t sur 1 plus 2 log de t dt est positive ou nulle. D'où l'intégrale de 1 à x de t sur 1 plus 2 log de t moins l'intégrale de x sur 2 à x de t sur 1 plus 2 log de t dt est positive ou nulle. Par suite, grand f de x, il est supérieur à l'intégrale de x sur 2 à x de t sur 1 plus 2 log de t dt. Le théorème de la moyenne nous dit que soit f une fonction continue sur un intervalle fermé AB tel que A strictement plus petit que B, alors il existe un réel C appartenant au fermé AB tel que 1 sur B moins A l'intégrale de A à B f de t dt égale f de C. La question est, en utilisant le théorème de la moyenne, montrer qu'il existe un réel C appartenant à l'intervalle fermé x sur 2x tel que f de x supérieur à x fois c sur 1 plus 2 logarithme népérien de c. La fonction psi est continue sur l'intervalle x sur 2x et en appliquant le théorème de la moyenne, nous pouvons affirmer l'existence d'un réel c appartenant à l'intervalle x sur 2x tel que psi de c égale 1 sur x moins x sur 2, l'intégrale de x sur 2 à x de t sur 1 plus 2 log de t dt. Par suite,
Cette intégrale, l'intégrale de x sur 2 à x de t sur 1 plus 2 log de t dt, n'est autre que psi de c fois x sur 2. En simplifiant, nous obtenons égal x fois c sur 1 plus 2 logarithme de c. Donc notre grand f de x, il est supérieur à xc sur 1 plus 2 logarithme de c. En déduire la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Notre c appartient à l'intervalle x sur 2. Alors si x tend vers plus l'infini, c tend aussi vers plus l'infini. Et la limite de c sur 1 plus 2 logarithme de c est égale à plus l'infini. Il suffit de mettre c en facteur en haut et en bas. Donc f de x supérieur à c sur 1 plus 2 log de c. Et la limite de c sur 1 plus 2 log de c quand c tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Enfin, cinquièmement, petit a, montrer que la courbe gamma admet un point d'inflexion. Pour cela, il suffit donc de dériver la fonction phi. Sa dérivée est égale à 4 log de x moins 2 sur 1 plus 2 log de x au carré. La dérivée s'annule lorsque 4 log de x moins 2 égale 0, c'est-à-dire log de x égale 1,5 ou encore x égale racine de e. En remarquant que phi' n'est autre que la dérivée seconde, f seconde s'annule en racine de e en changeant de signe. Donc la courbe admet le point d'abscisse racine de e comme point d'inflexion. Et pour terminer, il nous reste à donner simplement l'allure, peut-être l'équation de la tangente au point d'abscisse racine de e. Y égale f' de racine de e facteur de x moins racine de e plus f de racine de e. On trouve que c'est égal à racine de e facteur de x moins racine de e plus 1,7. La courbe gamma admet au point de coordonnées i0 une demi-tangente de pente 2. Nous avons montré que la limite de grand f est égale à plus l'infini et la limite de f de x sur x égale plus l'infini. Donc la courbe gamma admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Et la fonction grand f est une fonction croissante qui croît de 0 à plus l'infini. De ces informations, on peut donc donner l'allure de la fonction grand f. J'espère que cette séance a été profitable. Je vous remercie pour votre attention.